Donc effectivement, quelques mots. On avait déjà parlé l'année dernière des traitements médicamenteux. Il nous a semblé, dans l'évolution actuelle de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes qui vivent avec une obésité, important de refaire un point annuel, au moins 2 ans de suite pour l'instant, sur cette thématique, qui est une thématique quand même importante. Je crois quand même que c'est... J'avais été interviewé dans le Midi Libre, ils avaient repris, mais c'est vrai que c'est bien moi qui l'ai dit. Une révolution, je crois que c'est effectivement une rupture au minimum, et quand même un pas important de pouvoir disposer de ces traitements. Donc il y avait effectivement la chirurgie, même si je pense que le professeur Doka avait dû entendre un jour que j'avais dû dire qu'il fallait attendre 10 ans pour voir ça marchait. Je pense que je devais être l'auteur, même si je n'en ai pas le souvenir précis. Mais c'est vrai que quand il y avait des obésités extrêmement importantes, avec une complexité importante, la chirurgie était le seul recours, et que maintenant arrivent ces traitements médicamenteux, et qu'il est certainement important d'en parler régulièrement, parce que la problématique qui va se poser, je crois que leur efficacité, alors il faut quand même que je montre, parce qu'après on se fait reprendre, donc quand on est expert quand même dans un domaine, c'est vrai qu'on participe aux études du domaine et qu'on participe à intervenir avec les laboratoires qui les mettent au point et qui a des liens d'intérêt. Donc effectivement, je travaille avec le laboratoire Novo Nordisk, avec les laboratoires Eli Lilly, sur leur thérapeutique, et c'est important à prendre en considération. Et malgré ce, ça ne m'empêche pas de penser qu'il s'agit là d'une véritable rupture sur l'approche des personnes, et que dans un marché en tension, va se poser effectivement la question de qui va les utiliser. Non seulement marché en tension, mais je ne connais pas un seul traitement efficace qui n'ait pas d'effet secondaire. À partir du moment où on considère l'obésité comme une maladie et qu'on va avoir des traitements efficaces, il est évident que ces traitements doivent être accompagnés par des spécialistes de la santé que sont les médecins. Donc c'est des traitements qui doivent être faits donnés sous prescription médicale, sous surveillance, avec la surveillance des éventuelles complications qu'il peut y avoir. Mais quand je traite le diabète et que je donne un traitement du diabète, il peut y avoir des complications. Quand je donne un traitement de la tension artérielle, il peut y avoir des complications. Et donc quand on renvoie aussi que ces traitements pourraient avoir des complications et que donc il n'y a pas de raison de les utiliser ou de les donner, c'est une stigmatisation à nouveau des personnes qui vivent avec une obésité. L'obésité, les obésités, au moins un certain nombre d'obésités, sont des maladies. Sont des maladies qui, pour l'instant, n'avaient pas de traitement médicamenteux. Alors, bien sûr, il y avait la chirurgie, mais la chirurgie, quelque part, on renvoie aux chirurgiens, et ça entraînait... on est dans un pays, la France, où nous sommes très allopathes. Les médecins sont très centrés sur l'utilisation du médicament. C'est comme ça n'a ni à être bien, ni à être mal, c'est reconnu. Et tant qu'il n'y a pas le médicament, le médecin a du mal à s'intéresser à l'accompagnement des personnes. Et je crois que les personnes qui vivent avec une obésité le savent très bien. Elles se sentent non accueillies dans le milieu médical, renvoyées la problématique, culpabilisées, comme quoi c'est elles qui devraient faire un effort. Elles n'ont qu'à manger moins, bouger plus. Donc ces traitements, pour moi, sont une véritable rupture, et j'emploie bien le terme révolution, mais ce n'est pas parce que c'est une révolution que ça doit être utilisé par tout le monde, n'importe comment. Donc les traitements en eux-mêmes, je ne vais pas m'attarder beaucoup, puisqu'il n'y a pas quand même sur le marché français grand changement. Donc sur le marché français aujourd'hui, nous n'avons que liraglutide, qui est vendu sous le nom de Saxenda, et qui est un traitement qui est aussi utilisé dans le diabète sous le nom de Victoza. Dans le diabète, on l'utilise jusqu'à la dose de 1,8 mg. Dans l'obésité, on l'utilise jusqu'à la dose de 3 mg, avec des pertes de poids qui sont en moyenne. Alors en moyenne, ça veut dire qu'il y a des non-répondeurs, il y a des répondeurs, il y a des bons répondeurs, mais en moyenne, on est autour de 8% de perte de poids, avec des effets secondaires qui sont essentiellement des troubles digestifs. Ce traitement n'étant pas pris en charge par l'assurance maladie, ce traitement étant en tension, alors moi il me semble que quand on demande du Saxenda, c'est difficile à trouver, mais finalement les gens arrivent à trouver peut-être plus facilement que du Victoza. Donc ça questionne un petit peu, mais c'est quand même en tension. Et puis hier, j'avais une personne qui en prenait et qui me disait qu'avec la tension, bien sûr, tout le monde en profite sur le marché, et qu'il avait vu dans sa pharmacie les prix monter progressivement. Et je ne dirais pas les prix qu'il m'a dit, mais c'est
plus que pas négligeable la montée de prix. Donc bien sûr, il y a des gens qui en profitent pour faire un petit peu de business. Derrière, il y a le sémaglutide. Le sémaglutide à 2,4 mg. Là aussi, vous le savez, dans le diabète, le sémaglutide est utilisé à la dose de 1 mg, qui est vendu sous le nom d'Ozempic et qui est détourné, cet Ozempic, je crois qu'il faut savoir respecter l'Ozempic et pour traiter le diabète. Et donc, il y a quand même une régulation des choses. Ozempic 1 mg pour le diabète. Et puis, on a eu le Wegovy, donc qui est la même molécule, le sémaglutide à 2,4 mg. Donc sémaglutide à 2,4 mg, lui pour l'obésité et qui est vendu sous le nom, qui était vendu puisqu'aujourd'hui il n'est plus disponible en France, il est disponible dans d'autres pays. Donc on a eu pendant à peu près 1 an et demi à 2 ans à disposition. Et les personnes qui ont été initiées, donc il y a eu à peu près 7000 personnes en France, entre 7 et 8000 personnes en France, qui ont pu bénéficier du sémaglutide 2,4 mg avec des pertes de poids qui, ce coup-ci, sont plutôt, vous voyez, quand même quasiment le double du liraglutide, puisque la perte de poids se fait autour de 15% en moyenne. Et là, on a quand même beaucoup de répondeurs, même si on regardait un petit peu nos données à Montpellier, on a eu beaucoup d'arrêts quand même de traitement, donc ce n'est pas négligeable. Donc il y a eu une période d'autorisation en France du 21 juillet 2022 au 27 septembre 2023 pour les personnes qui avaient des obésités de classe 3, donc des index de masse corporelle qui dépassaient les 40 kg par mètre carré et au moins une comorbidité liée au poids, avec les syndromes d'apnée du sommeil appareillés, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies et les antécédents cardiovasculaires. Donc c'était les conditions pour pouvoir prescrire ce traitement. Et vous voyez qu'en France, 7048 personnes ont pu bénéficier du traitement. Ces personnes avaient un âge moyen de 48,5 ans. C'est majoritairement des femmes, mais on retrouve la même chose dans la chirurgie. À peu près 2/3 de femmes qui sont opérées ou qui bénéficient des traitements. On retrouve la même chose. Et 81% avaient une comorbidité liée au poids. Vous voyez, normalement, vous voyez, en France, on fixe des règles. Normalement, il était obligatoire d'avoir une comorbidité. Et on se retrouve avec 80% des personnes qui avaient une comorbidité, donc 19% des personnes qui avaient pu l'avoir sans comorbidité. Et 81,5% avaient un IMC supérieur à 40, et là aussi on se demande pourquoi, puisque normalement c'était une des conditions de mise sous traitement. Il y a eu des régions de forte utilisation, et nous faisons partie, l'Occitanie, des régions de forte utilisation. Et le paradoxe, mais c'est comme dans la chirurgie, c'est que ce n'est pas les endroits où il y avait la plus forte prévalence d'obésité qui a eu la plus forte utilisation. Ça dépend des équipes médicales, comme la chirurgie dépend aussi des équipes chirurgicales présentes, puisque vous voyez que les Hauts-de-France, qui ont un record de prévalence d'obésité, avaient une faible utilisation. Alors nous, sur notre centre à Montpellier, on a 413 personnes qui ont eu le traitement, qui ont initié le traitement à 2,4 mg, et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc il y avait la proportion de personnes qui a perdu plus de 5%. Celles qui ont perdu plus de 10%, vous voyez qu'on est autour de 35% des personnes qui ont perdu plus de 10%. Et on a à peu près une petite dizaine de pourcents, 7 à 8% de personnes qui ont perdu plus de 15% de leur poids corporel. Donc la perte de poids, vous voyez, presque tout le monde perd plus de 5% du poids, donc c'est déjà important. Et puis une partie non négligeable perd plus de 10%. Et ce qu'on appelle, là c'est à 6 mois, hein, donc c'est pas très long, ça veut dire que si on va à 1 an, on a une perte qui est plus importante. Donc dès 6 mois, on a des résultats tout à fait significatifs. Et puis ce qu'on a comparé là, c'est, vous savez, il y a des personnes qui sont opérées et qui n'ont pas la perte de poids qui est attendue. Et ce qu'on a comparé en orange et en bleu, c'est les personnes qui ont eu le traitement après avoir été opérées et qui étaient toujours au-dessus de 40 d'IMC, et les personnes qui ont eu le traitement et qui n'avaient pas été opérées. Et ce que l'on peut voir, c'est que les courbes de poids, de perte de poids, sont exactement les mêmes. C'est les deux courbes que vous avez, bleu et orange, qui descendent. Donc ce qu'on voit là, c'est que l'efficacité du traitement est la même chez les personnes qui ont été opérées et qui n'ont pas eu le succès escompté de la chirurgie. Donc le traitement peut intervenir après la chirurgie bariatrique et donner des résultats. Après, on a regardé s'il y avait des facteurs qui étaient prédictifs d'une plus ou moins bonne perte de poids.
Les personnes qui avaient des apnées du sommeil appareillées perdaient plutôt moins de poids. Les personnes, et ça c'est quelque chose qui est connu, même si ce n'est pas tant publié que ça, les personnes qui avaient un diabète de type 2 perdaient moins de poids. Et puis celles qui avaient l'IMC le plus élevé perdaient plus de poids. Celles qui avaient une somnolence diurne, alors peut-être quand les traitants ils perdent du poids, ils retrouvent du dynamisme, et quand ceux qui avaient une somnolence diurne importante au départ perdent plus de poids. Et puis, ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est que les personnes qui faisaient déjà attention à leur alimentation, qui avaient ce qu'on appelle une alimentation intuitive, c'est-à-dire qui prennent en compte leurs sensations de faim, qui prennent en compte leurs sensations de rassasiement, eh bien là, il y a aussi une différence sur la perte de poids. Quand on fait attention à son alimentation, on perd plus de poids avec le traitement. Donc ça, c'est un argument important de dire traitement, on ne donne pas le traitement comme ça et puis pof, on maigrit. Si on fait attention à son alimentation, on perd plus de poids. On va passer un petit peu. Donc voilà pour les données sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on peut utiliser, sur ce qu'on a utilisé, sur ce qu'on continue d'utiliser. Et puis, il y a eu des études sur le sémaglutide, mais pour dire quand même qu'il y a des études sur plusieurs milliers de patients, 17 000 patients, vous voyez l'étude SELECT avec le sémaglutide 2,4 mg, qui montre que les personnes traitées par sémaglutide font moins d'événements cardiovasculaires. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on nous attend au virage avec les traitements de l'obésité, avec les éventuelles complications, et il y en aura. Et il y en aura. Néanmoins, en moyenne, les personnes font moins d'événements cardiovasculaires. C'est ce qu'on connaissait aussi dans le diabète. Et puis, il y a une autre étude, moins importante, qui a regardé dans l'insuffisance cardiaque. Et les personnes traitées, les personnes qui sont en insuffisance cardiaque, qui sont traitées par le sémaglutide avec une obésité, eh bien, elles ont aussi moins de complications cardiovasculaires et elles font moins de récidives, moins d'insuffisance cardiaque. C'est important parce que dans l'insuffisance cardiaque, vous savez qu'en tant que personne qui nous occupons d'obésité, nous ne devons pas être des amaigrisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui le pronostic est meilleur lorsqu'elles sont en surpoids, voire en obésité. Et c'est le cas des insuffisants cardiaques. Pourquoi? Parce que quand vous faites maigrir un insuffisant cardiaque, vous lui faites perdre du muscle. Or, un insuffisant cardiaque, il a déjà un déconditionnement à l'effort et une sarcopénie. Donc la question se posait, est-ce que si on fait maigrir avec des traitements médicamenteux les insuffisants cardiaques, est-ce qu'on va améliorer leur pronostic? Et donc c'est extrêmement important d'avoir ces données. Oui, avec le sémaglutide, quand on traite des insuffisants cardiaques pour leur obésité, on améliore aussi leur pronostic cardiaque. Alors là, j'ai remis une étude un peu ancienne parce qu'on pose souvent la question, mais est-ce qu'il faut le donner aussi chez les adolescents? Je laisserai plus Claire répondre, c'est pas ma place, mais en tout cas, il y a une étude qui montre que le sémaglutide marche aussi chez les adolescents sur la perte de poids, mais je ne m'étendrai pas. Donc là, c'est ce dont nous disposons, le liraglutide. Le sémaglutide, nous en avons disposé, nous avons toujours des patients qui sont dessous. J'espère vraiment que pour les personnes qui ont des obésités complexes, les autorités de santé et le laboratoire vont pouvoir tomber sur un accord pour qu'au moins, je vous dis, les personnes les plus compliquées puissent avoir ce traitement. On a vu des personnes qui ont été transformées sous ce traitement. Et puis, il y a d'autres traitements à venir et qui sont en négociation. Vous savez que le sémaglutide, c'est ce qu'on appelle un analogue du GLP-1. Le GLP-1, c'est une hormone qui est sécrétée par le tube digestif et qui va agir au niveau des centres de la satiété. Il y a aussi de multiples autres effets. Et il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées par le tube digestif. Une autre est le GIP. Et le tirzépatide, lui, agit à la fois comme le GLP-1 et comme le GIP. Et par là a une efficacité qui est supérieure au sémaglutide. Et j'ai choisi une étude qui vous montre au départ la perte de poids à 6 mois. Sous sémaglutide, sous tirzépatide à 6 mois, vous avez une perte de poids de 20%. Et après, la question qu'on pose toujours, et qui là aussi pour moi est une question stigmatisante si on considère l'obésité comme une maladie chronique, c'est quand est-ce qu'on arrête le traitement? Donc moi, ma réponse, c'est quand est-ce que vous arrêtez le traitement du diabète? Quand est-ce que vous arrêtez le traitement de l'hypertension artérielle? Quand est-ce que vous arrêtez le traitement de l'asthme? Donc il n'y a aucune raison. Et derrière cette question de quand est-ce que vous arrêtez le traitement, c'est vous donner un traitement à une personne qui a une obésité. Pendant que vous donnez ce traitement, elle n'a qu'à apprendre à bien manger, bien bouger, puis après vous n'avez qu'à lui arrêter, puis elle n'a qu'à savoir. Non, ça ne marche pas comme ça, l'obésité est une maladie. Donc ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé ce qui se passait à l'arrêt du traitement, puisque la question est quand même toujours posée. Et donc vous avez la courbe bleu clair qui remonte, et bien sûr le poids remonte. Mais ce qui est intéressant, c'est que le poids le plus bas, vous voyez, il est à 36, à 30,
6 semaines. Et puis après, vous avez un suivi qui est assez prolongé. Et vous voyez que la remontée de poids à l'arrêt du traitement, parce qu'on parle de rebond, ce n'est pas un réel rebond. La reprise de poids n'est pas aussi rapide que ce qu'a été la perte. Et on a l'impression que c'est asymptotique. Mais enfin, certainement que le poids va se reprendre, mais ce n'est pas extrêmement rapide comme prise de poids. Donc peut-être qu'on ne pourra pas arrêter les traitements, à mon avis, et comme je le disais, c'est une maladie chronique, je ne vois pas pourquoi on pourrait arrêter les traitements. Par contre, ce qu'on pourra peut-être rechercher, c'est la dose la plus petite efficace pour maintenir l'effet. En tout cas, tout ça reste des questions qui resteront à évaluer. Alors, il y a beaucoup, là aussi je vais être rapide, il faut savoir qu'il y a beaucoup de traitements qui sont actuellement en recherche. Et tous ces traitements partent sur des hormones qui sont sécrétées principalement au niveau du tube digestif. Il y a déjà à l'étude une autre molécule qui s'appelle le rétatrutide. Le rétatrutide, c'est un triple agoniste ce coup-ci. Ça agit comme le GLP-1, ça agit comme le GIP et ça agit comme le glucagon. Et ça va aller encore renforcer l'efficacité de ces traitements sur la perte de poids, ce coup-ci en agissant en plus sur une stimulation du métabolisme. Et puis, au niveau du pancréas, il y a des sécrétions avec l'insuline d'autres peptides, un peptide qui s'appelle l'amyline. Et là aussi, on a fait un agoniste de l'amyline qui s'appelle, il y en a plusieurs, mais le plus avancé à l'étude, c'est le cagrilintide, qui est étudié en association au sémaglutide. Et quand vous regardez le rétatrutide ou l'association sémaglutide plus cagrilintide, vous avez des pertes de poids qui vont encore au-delà des 20% et qui vont atteindre les 25%, donc avec des effets qui sont importants. Donc, je crois que la question qui se pose quand même, d'où la question que j'avais posée en quiz, c'est on est dans une époque de rareté, on est dans une économie de marché, donc les laboratoires essayent de vendre au plus offrant, hein, je pense que c'est ce qui les fait hésiter sur la France, parce que la France n'est quand même pas le meilleur payeur des médicaments, à côté des États-Unis ou de l'Australie. Donc ces médicaments se font rares, et la question c'est de qui devrait les avoir. Donc moi, je n'ai pas d'opinion personnelle là-dessus, c'est assez difficile et assez complexe. Entre deux malades, comment vous choisissez entre deux malades? En tout cas, il y a des réflexions qui doivent être portées. Et il y avait dans le New England Journal of Medicine, très récemment, je crois que c'était au mois d'avril, un éditorial qui posait la question, dans une société d'économie rare, à qui devons-nous donner les traitements? Et ils ont posé des propositions, donc valeurs éthiques fondamentales pour une répartition équitable des ressources médicales rares. Donc les valeurs de bénéficier aux personnes et prévenir ou réduire les préjudices. Donc maximiser les bénéfices d'une intervention, mesurer en vie sauvée ou en année de vie sauvée. Une préoccupation morale égale, reconnaître l'importance morale égale de chaque personne. C'est important parce que, à considérer, les personnes avec l'obésité ne sont pas toujours considérées comme les autres, indépendamment de facteurs tels que la race, terme que j'aime peut-être pas tellement l'origine ethnique, le sexe, la religion et le revenu. Prioriser les personnes défavorisées. Prioriser les personnes qui seraient les plus mal loties sans intervention, comme celles qui risqueraient autrement d'avoir une vie courte ou une maladie grave. Récompenser la contribution sociale. Prioriser des personnes spécifiques parce qu'elles ont promu ou promouvront à l'avenir d'autres valeurs importantes telles que maximiser les avantages pour la santé par leur travail ou d'autres efforts. C'est des propositions du New England. Alors finalement, on en arrive où? Au niveau 1, minimiser les années potentielles de vie perdues en prévenant les décès prématurés excessifs. Eh bien, ils mettent en premier les personnes avec une obésité de classe 3 et les personnes avec un diabète de type 2 sévère, plus de 8%, dont la maladie n'a pas répondu à un traitement alternatif. C'est-à-dire que dans le diabète, il y a des traitements alternatifs, alors que dans l'obésité, il n'y a pas de traitement alternatif. Et lorsque vous avez une obésité complexe avec des complications, eh bien, c'est une maladie qui retentit beaucoup sur le risque de perte d'années de vie. Je n'enchaînerai pas la suite, je voulais juste montrer que dans la réflexion, vous voyez que l'obésité complexe est située au même niveau que le diabète. Parce qu'on entend dire, moi j'entends dire, mais on vole entre guillemets le traitement des personnes diabétiques. Alors c'est sûr que si vous avez quelques kilos de trop et que vous en prenez pour pouvoir aller à la plage l'été, il y a certainement une problématique.
mais certaines personnes avec une obésité relèvent autant des traitements et pas moins que d'autres pathologies. Et c'est le point sur lequel je voulais insister. Donc ce qu'on retiendra, c'est que le sémaglutide a démontré son efficacité sur la prévention des événements cardiovasculaires, son intérêt dans l'insuffisance cardiaque chez les personnes qui ont un diabète. L'arrêt des traitements s'accompagne d'une reprise de poids. Donc la question, c'est quelle va être la plus petite dose efficace pour maintenir la perte de poids. Il y a un pipeline, c'est-à-dire il y a un nombre de molécules à l'étude qui est extrêmement important. Et puis la question qui va se poser, c'est à qui va-t-il falloir donner ces molécules, avec quel accompagnement et avec une réflexion éthique extrêmement importante. Parce que bien sûr, il y a les complications physiques, mais il y a aussi le retentissement psychologique, moral de ce problème qui n'est certainement pas à négliger. Je vous remercie pour votre attention.